Bonjour à vous, dignes fils, filles d'Afrique et du monde. C'est avec un plaisir incommensurable qu'on se retrouve ce matin, une fois de plus dans le cadre de votre programme quotidien For You Matin. Ce matin, justement, nous irons d'abord en première partie du côté de l'Afrique de l'Ouest parler de l'axe Ouagadougou-Bamako qui a donc définitivement été balisé. En témoigne bien sûr cette visite d'amitié, de courtoisie et de travail effectuée donc par le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré en image. Ce dernier a donc rendu visite à son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Les deux chefs d'État ont donc longuement échangé sur la question sécuritaire, notamment de la lutte contre le terrorisme. Après un huis clos, les deux personnalités ont élargi les échanges avec leurs délégations respectives pendant plus de 3 heures. De façon concrète, le Burkina Faso et la République du Mali ont décidé de renforcer leur coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense. Le Mali et le Burkina Faso partagent, rappelons-le, une frontière longue de 1200 km avec beaucoup d'échanges entre les populations, d'où donc le choix du président Traoré de la destination malienne. Nous referons la visite avec, bien sûr, en ligne de mire, l'axe Ouagadougou-Bamako. En deuxième partie de cette émission de For You Matin, nous reviendrons en Afrique centrale à parler du Tchad avec ce processus de transition. Le Tchad qui sollicite donc l'expertise ivoirienne. Clairement, il faut le dire, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, s'est entretenu le 1er novembre dernier avec le ministre des Affaires étrangères du Tchad, M. Mahamat Saleh Adadif. Le chef de la diplomatie tchadienne est d'aller remercier le président Alassane Ouattara pour le soutien dont il a bénéficié durant sa mission en qualité de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali, puis pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il a ensuite informé de sa nouvelle mission à la tête de la diplomatie tchadienne, ainsi que des défis à relever dans le cadre de cette mission, notamment la réussite de la transition avec l'organisation d'élections apaisées. À cet effet, le Tchad a donc officiellement sollicité l'accompagnement de la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que l'expertise du président Ouattara sera-t-elle d'une utilité certaine? Voilà également une interrogation sur laquelle nous reviendrons. Mais ça sera en deuxième partie de cette émission de For You Matin. Installez-vous confortablement. Ils seront 4 qui, bien sûr, viendront nous prêter également leur expertise dans la compréhension de ces deux thématiques. Les réagiront, bien sûr, des 4 coins de la planète ou du moins du continent ce matin. Ils seront présents du Burkina Faso, en passant bien sûr par le Mali. Nous irons également du côté de Bruxelles en Belgique. Voilà donc ainsi déclinées les différentes articulations. Avant d'ouvrir bien sûr les échanges plateaux, prenons l'instant de l'information telle que traitée par la rédaction centrale de For You Media Africa sur les dernières 24 heures. Alors que les pourparlers de paix entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré se poursuivent à huis clos à Pretoria en Afrique du Sud, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ne s'était pas exprimé jusqu'ici. Lors d'un reportage diffusé sur une chaîne chinoise, Abiy Ahmed a qualifié les pourparlers de Pretoria d'ingérence extérieure. Nous essayons de convaincre le Front de la libération du peuple du Tigré, respecter la loi du pays, de respecter la constitution, d'agir selon la ligne d'un État éthiopien unitaire. S'ils pouvaient comprendre notre intérêt, s'ils pouvaient croire en leur propre constitution et agir en conséquence, je pense que nous aurons la paix, a-t-il déclaré. Le Premier ministre éthiopien estime que les résolutions de paix du conflit entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré doivent se prendre en Éthiopie et rejette toute ingérence. Il déclare, je cite, « S'il y a beaucoup d'interventions de gauche et de droite, cela rend les choses difficiles. Les Éthiopiens devraient comprendre que nous pouvons résoudre nos problèmes par nous-mêmes et plutôt que d'écouter les choses venant de loin. Il vaut mieux respecter nos propres lois, nos propres cultures, nos propres coutumes. » Rappelons que le conflit dans le nord de l'Éthiopie a pris effet en novembre 2020, au moment où le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale au Tigré pour déloger les dirigeants du gouvernement régional qui contestaient son autorité et qui l'accusaient d'avoir attaqué des bases militaires sur place. 3 ans après la dernière édition, le 31e sommet de la Ligue arabe s'est ouvert le 1er novembre en Algérie et la fermeture de rideau a eu lieu ce 2 novembre.
Un pas en avant pour l'Algérie sur le plan diplomatique, après avoir connu des années d'immobilisme sous l'ère Bouteflika. L'actuel président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a en effet instauré une nouvelle politique étrangère, mise à l'épreuve par la tenue de ce sommet réunissant à Alger les 22 pays membres de la Ligue arabe. Placé sous le signe du rassemblement, ce sommet panarabe est pourtant émaillé de plusieurs tensions entre pays membres venus défendre leurs propres intérêts. Le conflit israélo-palestinien, la situation en Syrie, en Libye, au Yémen ou encore le Sahara occidental, objet de discorde entre l'Algérie et le Maroc, les écueils au bon déroulement du sommet sont nombreux. Le roi Mohamed VI du Maroc, absent du sommet pour des considérations régionales, s'y est fait représenter, tout comme 11 autres chefs d'État, en tout, sur les 22 pays membres de la Ligue arabe et hormis l'Algérie qui accueille cette année l'événement, 9 pays seulement ont été représentés par leurs chefs d'État, notamment Kais Saïed de la Tunisie, Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte, Mahmoud Abbas de la Palestine ou encore Othmani Ghazali des Comores, pour ne citer que cela. Des hostilités inter-arabes demeurent et compliquent l'offensive de la politique étrangère de l'Algérie. Une offensive sur le plan régional, non seulement arabe, mais également africain. Parmi les dizaines de présidents et invités à la COP27 qui aura lieu du 6 au 28 novembre 2022 en Égypte, figure le nom du président élu du Brésil, Lula da Silva. Une nouvelle annoncée par la chef de file de son parti politique, Gleisi Hoffmann, invité par le gouverneur de l'État d'Ampa, Valdez Goiz, qui coordonne le consortium des gouverneurs des États d'Amazonie brésilienne. Ainsi, Lula remplace Jair Bolsonaro, dont le bilan environnemental est considéré comme chaotique. Tout juste élu, le président brésilien Lula pourrait prendre ainsi part à la COP27. Le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a convié le dirigeant brésilien à ce forum, compte bien renouer les liens de fraternité entre l'Afrique et le Brésil pour une lutte commune, celle de la protection de l'environnement. Lula remplace ainsi Jair Bolsonaro, dont le bilan est plus ou moins satisfaisant à l'évolution environnementale. Il faut toutefois signaler que durant son mandat présidentiel, la déforestation annuelle en Amazonie aurait augmenté en moyenne de 75%. Les émissions en dioxyde de carbone ont en effet doublé lors des 2 premières années du gouvernement Bolsonaro. Un vrai désastre qui lui aurait valu d'être éjecté de son fauteuil présidentiel. Avec la venue aux commandes de Lula, l'espoir est permis de voir le Brésil mieux adhérer à la politique mondiale de lutte contre les catastrophes climatiques. L'Afrique du Sud a connu une augmentation de 52% du nombre de meurtres de femmes au cours des 3 premiers mois de l'année 2022. Ces chiffres sont du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui, lors d'une conférence de presse tenue à Johannesburg, a qualifié d'horreur ces violences. Au cours de la même période, les meurtres d'enfants ont eux aussi augmenté de 46%. Malgré les efforts du gouvernement, le président Ramaphosa a déploré le fait que la violence contre les femmes et les enfants ait atteint un niveau élevé dans le pays, car il ne se passe pas un jour sans une histoire au sujet d'une femme ou d'un enfant qui ont été tués ou qui ont subi des violences horribles. Rappelons que le pays a récemment été secoué par une série de crimes horribles, dont le viol collectif de 8 femmes en juillet et la découverte d'une demi-douzaine de corps, dont certains pourraient être ceux de travailleuses du sexe, dans un immeuble à Johannesburg en octobre dernier. Le président sud-africain a été accueilli par une levée de boucliers et des questions de la part de défenseurs des droits des femmes, certains accusant le gouvernement de ne pas en faire assez. Le président a assuré que le gouvernement avait promulgué des lois visant à mieux protéger les femmes et à traduire en justice les agresseurs. Il a également souligné que le gouvernement avait affecté un financement à la hauteur de 1,1 milliard d'euros en faveur de l'autonomisation des femmes. Mais selon les données de la police, les viols et les agressions sexuelles ont augmenté de 13% entre 2021 et 2022, a relevé Cyril Ramaphosa. Alors qu'en début du mois de juillet, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud attendaient impatiemment la visite du pape François, ce dernier, pour des raisons de santé, justifiées par le Vatican, s'est vu annuler son voyage au grand désarroi de la population impatiente de le rencontrer.
La visite du pape François devait être un événement marquant. C'était là la première fois depuis 37 ans et la venue de Jean-Paul II que le patron de l'Église catholique faisait le déplacement dans ce pays. Le souverain pontife devait donc célébrer des offices à Kinshasa, mais aussi à Goma, dans l'est chef-lieu d'une région meurtrie par la guerre et au cœur d'une récente recrudescence des tensions entre la République démocratique du Congo et son voisin le Rwanda. En effet, des médecins du pape l'avaient invité à ne pas compromettre une thérapie en cours, précisément des infiltrations dans son genou droit. Le pape s'était cependant rendu au Canada du 24 au 30 juillet, puis au Kazakhstan en septembre et doit s'envoler jeudi pour Bahreïn. Il souffre aussi de douleurs à la hanche qui le font emboîter et a subi en juillet 2021 une délicate opération au côlon et même si ce dernier se déplace avec une canne, il dit se sentir prêt à effectuer des voyages apostoliques. À cet effet, le jeudi 3 novembre 2022, il partira donc à Bahreïn. En République démocratique du Congo, comme au Soudan du Sud, le souverain pontife compte bien diffuser un message de paix, accompagner les processus de réconciliation en cours et renforcer notamment les déplacés des violences. Un voyage qui doit donc encore être annoncé officiellement par le Vatican et qui aura comme étape Juda, Kinshasa et Goma. 6,8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour donc renouveler les 120 sièges du Parlement et donner une majorité à un nouveau gouvernement. Benjamin Netanyahu, une figure de la droite bien connue des Israéliens, espère donc faire son grand retour au poste de Premier ministre au sein même d'une coalition réunissant les partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Accusé de corruption, le président du Likoud a déjà passé plus de 12 années au poste de Premier ministre, un record de longévité au pouvoir. Face à lui, Yair Lapid, l'ex-ministre des Affaires étrangères et par ailleurs Premier ministre depuis déjà 3 mois seulement. Le chef du parti centriste Yes Atid espère donc également renouveler la majorité qu'il a perdue au Parlement avec une coalition unique réunissant des formations de gauche, du centre, de droite et un parti arabe. Précisons néanmoins que ce scrutin intervient dans un climat de tension en Cisjordanie occupée après une série d'attaques anti-israéliennes et des interventions multiples de l'armée, un contexte qui pourrait favoriser la droite nationaliste. Les organisations de la société civile étaient dans les rues pour protester contre l'agression du pays par le Rwanda le 31 octobre 2022 à travers la rébellion du M23 qui occupe à ce jour la quasi-totalité du territoire de Rutshuru. L'objectif de cette manifestation était de dénoncer la guerre menée selon eux par le Rwanda qui soutiendrait la rébellion du M23 et montrer le soutien de la population à l'armée congolaise. Après des mois de tension entre les deux pays voisins, Kinshasa a décidé samedi d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo après la prise par les rebelles du M23 des villes de Kiwanja et Rutshuru Centre, situées sur la route nationale numéro 2, axe stratégique desservant Goma. En juin dernier, le mouvement rebelle s'était emparé de la cité de Bunagana à la frontière ougandaise. Les rebelles du M23 poursuivent leur offensive contre l'armée congolaise et sont désormais à quelques dizaines de kilomètres de la capitale régionale du Nord Kivu qui compte plus d'1 million d'habitants. Le Rwanda, de son côté, a dit regretter la décision de la République démocratique du Congo d'expulser son ambassadeur. Entre les deux pays voisins, aucune décision n'a encore été prise jusqu'à ce jour. C'est le grand retour de Luis Inacio. Un retour particulièrement apprécié et même célébré par la majorité africaine. Depuis l'annonce des résultats le dimanche dernier, les réactions des dirigeants du monde entier fusent un peu de partout et particulièrement en Afrique où justement la victoire de Lula da Silva a été singulièrement saluée. C'est le cas de Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui a particulièrement adressé de chaleureuses félicitations tout en lui souhaitant
ses meilleurs vœux de réussite. Umaro Sissoko Embalo n'a pas manqué également de féliciter pour cette victoire et a même promis d'œuvrer pour des relations bilatérales solides et prospères entre le Brésil et son pays. Si pour certains, leur est encore félicitations, d'autres par contre se projettent déjà dans le futur. C'est le cas de Cyril Ramaphosa lorsqu'il dit, je cite, « L'Afrique se réjouit de travailler avec le gouvernement brésilien sous la direction de Da Silva. » Fin de citation. Précisons ici que la réaction des Africains n'est pas une surprise car notons que, durant 8 années de sa présidence, Lula da Silva a visité pas moins de 27 pays en Afrique, dont le Sénégal. Par contre, le surnommé Donald Trump, en référence à l'ancien président Jair Bolsonaro, n'a pas mis ses pieds en Afrique pendant ses 4 années de présidence, privilégiant les pays de l'hémisphère nord. Pourtant, en 2000 et 2010, les échanges commerciaux entre le Brésil et l'Afrique sont passés de 4 à 20 milliards de dollars. Retour sur ce plateau de For You matin, après bien sûr cette tranche d'informations, l'information telle que traitée par la rédaction centrale de For You Media Africa. Ce matin, je vous le disais d'entrée, nous parlerons de la visite du président burkinabé du côté du Mali, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a donc officiellement effectué une visite d'amitié et de travail à son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Les deux chefs d'État se sont bien sûr entretenus sur les sujets majeurs, brûlants même de ce côté. Il s'agit principalement de la lutte contre le terrorisme. L'une des décisions fortes qui a donc été prise est en relation avec ce renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense. Comment accueillir bien sûr cette annonce ou du moins cette nouvelle? Ce matin, pour en parler, nous recevons bien sûr en direct de Bruxelles Monsieur Tapé Groubera. Vous êtes enseignant, vous êtes par ailleurs président. Du mouvement pour la renaissance de l'Afrique en abrégé MORAF. Bonjour à vous une fois de plus et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Baudelaire, je salue les auditeurs et les auditrices de For You Media et toute la direction. Merci pour l'invitation. Nous sommes au kit pour apporter notre modeste contribution à l'information qui va permettre de former les Africains afin de transformer le continent mère qu'est l'Afrique. Et cette transformation, on le dit, vous la portez, ce combat, vous le portez depuis pas mal d'années maintenant, à la tête, bien sûr, du mouvement, clairement, donc, pour la renaissance de l'Afrique, en abrégé MORAF. Vous réagissez en direct de Bruxelles, du côté de la Belgique. Mettons le cap du côté de Ouagadougou, au Burkina Faso, retrouver Inassa Adama. Je rappelle, monsieur, que vous êtes activiste panafricain, vous êtes par ailleurs le chargé de la communication, de l'information et des médias de la planète des jeunes panafricanistes, en abrégé PJP. Bonjour à vous, monsieur Inassa Adama, et surtout bienvenue. Bonjour, monsieur Kenny, bonjour à mon co-panéliste Baudelaire, bonjour à... J'espère qu'on pourra donc définitivement mettre le cap de ce côté, le signal un peu qui... Voilà. Merci à vous, monsieur Inassa Adama. Vous allez d'ailleurs garder la parole, puisque vous êtes du côté du Burkina Faso. Vous allez garder la parole pour jeter un premier regard sur cette visite. Elle était attendue, cette visite. Ce déplacement était attendu, il était dans l'air. Finalement, c'est officiel. Le capitaine Ibrahim Traoré a donc effectué une visite à son homologue, une visite de travail et d'amitié à son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Les deux chefs d'État ont donc longuement échangé autour d'une thématique majeure, celle qui préoccupe principalement le Sahel en général, avec bien sûr la question relative à la lutte contre le terrorisme. Il en ressort donc à l'issue de cette visite
que le partenariat, ou du moins la coopération bilatérale en termes de sécurité a donc officiellement été renforcée. Quelle est la première analyse que vous pouvez faire sur cette rencontre, qui était quand même la première entre le colonel Assimi Goïta et le nouveau président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré? Ok, si on apporter notre analyse, vous savez, entre les peuples burkinabés et les peuples maliens, il y a des liens historiques qu'on en parle peu, mais en tout cas, ce sont deux peuples beaucoup attachés par les liens historiques. Donc, pour cette question aussi, vous voyez, comme le président l'a dit, le Burkina partage une très longue frontière avec le Mali. Donc, deuxième raison d'ailleurs pour laquelle le Burkina doit tisser des relations bien renforcées avec le peuple malien. Et cette question de sécurité, tout récemment, nous vivons à peu près les mêmes problèmes que le peuple burkinabé avec les avancées du Mali que nous constatons. En tout cas, c'est le pays le mieux éduqué dans la sous-région avec laquelle nous devons collaborer pour sécuriser nos frontières. Donc, le président était déjà invité par le peuple, voilà, à la sortie, de voir aussi collaborer à défaut prendre l'exemple du Mali. Et à visite, de notre point de vue a été vraiment une visite très réfléchie et qui donnera certainement de bons résultats pour la sécurisation des deux frontières et des deux pays contre l'hydre terroriste. Merci à vous, Monsieur Inassa Adama, pour cette première prise de parole. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Tapé Groubera. Vous le répétez sans cesse sur les antennes de For You Media Africa. La sécurité physique est importante. La sécurité physique est bien sûr primordiale, je dirais même importantissime. Alors, au terme de cette visite, il en ressort que, officiellement donc, le Mali et le Burkina Faso renforcent leur coopération bilatérale en matière bien sûr de sécurité et de défense. Votre regard sur l'une des principales résolutions de cette rencontre d'hier? Encore merci M. Nguyen pour l'invitation. Je salue au passage mon frère Inassa Adama, oui, et certainement Ouedraogo Saba et Baba Nicolas qui viendront par la suite, et certainement la personne qui sera sur le plateau. Mais évidemment, nous ne pouvons que saluer cela. Et je vais compléter un tant soit peu ce qu'a dit mon frère Inassa Adama. Il a parlé des liens qui sont là. Moi, je vais parler d'un élément géographique. On oublie que les frontières de tous les pays qui sont frontaliers au Burkina Faso, ou bien celui qui a la plus grande frontière avec le Burkina Faso, c'est le Mali. 1000 km. Vous voyez que c'est très important. En cela, on l'a dit, je le répétais sans cesse ici, la question de la sécurité physique. Le Burkina Faso est occupé aujourd'hui à presque entre 30 et 40% par des voyous. Je ne veux pas qu'on parle de djihadistes parce que ce n'est pas des djihadistes. Ce sont des voyous qui ont été armés par des puissances étrangères dont leur objectif, c'est de terroriser les populations du Burkina Faso et pour pouvoir s'emparer des ressources de ce pays. Et au-delà de ce fait, nous avons deux hommes de terrain qui, par la force des choses, par la force de leur population, de leur peuple, sont devenus des chefs de l'État, à savoir le président Assimi Goïta et le président Ibrahim Koné. Ce sont les gens qui étaient sur le terrain. D'ailleurs, ce n'est pas un mythe, ça a été raconté par le premier ministre Choguel Maïga. Le président Assimi Goïta a échappé à la mort parce qu'il était sur le front. Donc, ces deux personnes qui ont vécu sur le terrain et qui, peut-être pour les circonstances, compte tenu des charges que ces personnes occupent actuellement, ne pouvant plus aller sur le terrain, mais connaissent le terrain. Ça, c'est un premier fait. Deuxième élément, ce qui se passe au Mali est un élément historique. C'est-à-dire que c'est ce que le grand Thomas Sankara avait tenté de faire. C'est véritablement, comme disait le Premier ministre de Tambela, c'est une révolution autocentrée, c'est-à-dire utiliser nos ressources, utiliser notre intelligence, utiliser ce que nous avons pour pouvoir nous sauver nous-mêmes. Et c'est ce que a fait le Mali.
le Mali compte sur ses ressources, compte sur ses hommes et compte aussi sur certainement ses voisins, mais les voisins africains. Contrairement à d'autres qui vivent à l'extérieur, qui pensent que toute solution doit venir de l'extérieur du continent africain, ils comptent sur cela. Et donc, je pense que c'est ce schéma qu'a emprunté, bien qu'il soit jeune, le président Ibrahim Traoré, que nous saluons, parce qu'il a écouté les préoccupations des populations burkinabées et à travers ces populations, d'autres qui sont africains mais qui ne vivent pas dans l'enclos colonial qui est le Burkina, parce qu'aujourd'hui, il était question de la survie. C'est pas moi qui le dis, lui-même le dit, il l'a dit une fois, le Premier ministre l'a dit, c'est de la survie de la nation de Burkina Faso. Parce qu'on a armé des voyous qui s'attaquent impunément à des populations. Pour ceux qui ne l'ignorent, nous avons dans le même pays 2 millions, je dis bien, je répète, 2 millions de Burkinabés qui sont déplacés. Donc c'était une réalité qui était là. Et il n'y a que ce renforcement-là qui pourrait permettre dans un premier temps de chercher à voir comment, avec l'exemple du Mali, chercher à sécuriser ce pays. Voilà pourquoi nous saluons cette rencontre. Et pour finir, vous avez vu que ce n'est pas une rencontre qui a fait plus de 5 heures, 6 heures. Quand nous étions étudiants à l'époque, on nous disait comment on appelle, les réunions les plus efficaces sont les plus brèves. En espace de 3 heures, on a dit l'essentiel et c'est ça qui est important. Sinon, les autres réunions où on va faire 1 jour, 2 jours, on prend 3 minutes ou 10 minutes pour parler de ce qui est important et on passe le temps à manger, à bavarder, à raconter des histoires drôles, etc. Là, vous voyez, ces 2 hommes de terrain, ils sont venus en 3 heures, tout a été conclu et nous pensons que d'ici là, comment on appelle, orientation réelle a été donnée et cette orientation, nous allons la suivre et encourager ce qui va se passer dans le pays frère, dans le pays, un pays qui est dans mon cœur, celui du Burkina Faso. Une visite d'amitié et de travail qui a donc duré au total 3 heures. Mon cher monsieur Inas Adama, lorsqu'il prenait le pouvoir, il avait dit qu'il voulait aller très vite. C'est-à-dire faire en 3 mois ce que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba n'a pas réussi à faire en 8 mois. Et hier encore, lors de cette visite, on nous parle d'une visite éclair, mais dont le contenu a forcément quelque chose de probant. Est-ce que vous, en tant que peuple, vous semblez convaincu aujourd'hui par ce partenaire stratégique vers lequel se tourne le Burkina Faso, le partenaire stratégique qui est bien sûr le Mali? Oui, nous en tant que vraiment, notre souhait déjà avant, pendant qu'il était le président prenait le pouvoir, était de collaborer étroitement avec le Mali. Vous savez, le Mali est dans cette situation, ça fait cela maintenant plus de 9 ans. Et tout récemment, en un lien de temps, dès que les dirigeants maliens ont commencé à collaborer avec d'autres partenaires autres que la France, les résultats sont palpables, les résultats sont concrets. Voilà. Et au Burkina aussi, nous vivons la même chose. Parfois, les résultats historiques français sont chez nous. Ça n'avançait pas. Donc, depuis la prise du pouvoir, le peuple burkinabé pensait à la collaboration étroite avec le Mali. Alors, vu que nous sommes confiants, ce serait peu dire. De toutes les façons, la collaboration des deux peuples ne peut s'aboutir à un résultat fructueux. Puisque la frontière commune entre nous, les terroristes les bandits, comme le doyen l'a dit, sont cantonnés autour de ces 2 frontières-là. Donc, cette collaboration, vraiment, pour le peuple, était une collaboration attendue et nos attentes aussi sont encore plus grandes par rapport aux résultats que nous pouvons acquérir dans cette collaboration. Aujourd'hui, en tant que Burkinabé, vous parle forcément. Parce que quand vous regardez, par exemple, les résultats engrangés sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme par les forces armées maliennes, les FAMA, forcément, à votre niveau en tant que Burkinabé, ça vous inspire? Bien sûr que ça nous inspire, puisque au-delà même du fait que l'armée française puisse dégager le territoire et laisser la main libre à l'armée malienne d'agir,
les résultats engagés nous inspirent bien sûr, puisque les hommes de terrain et les hommes du pays maîtrisent mieux le sol burkinabé et les Maliens maîtrisent bien le sol malien que les forces armées extérieures. En plus de cela, l'acquisition de matériel leur permettant de monter en puissance au Mali, ça doit être une inspiration pour nous. Voilà, parce que si on est doté et que nos hommes sont sur le terrain, qu'il y a des résultats que nous engageons, c'est une fierté renouvelée et la libération vient de là. La libération vient de là. Donc c'est une inspiration vraiment que c'est un exemple palpable pour nous, comme en République centrafricaine. Donc c'est une inspiration vraiment, comme vous le dites, nous ne faisons que prendre exemple sur des résultats concrets. Voilà, c'est des résultats concrets. Et le Mali pour nous est un exemple palpable, un exemple à suivre. C'est la même chose que comme le Rwanda a pris l'exemple sur les écrits de Thomas Sankara et s'est développé. Si nous, on n'a pas pu prendre exemple sur Thomas Sankara, mais il y a un exemple par rapport à lui du terrorisme à côté de chez nous. Oui. À quoi bon d'aller chercher très loin ce qui est à côté de nous? Donc, c'est un exemple à ne pas négliger. Et c'est une très bonne inspiration pour le peuple burkinabé. Une très bonne inspiration pour le peuple burkinabé, un très bon exemple, mais surtout un partenaire stratégique aujourd'hui, un partenaire bien sûr sur le plan externe. Sur le plan interne, Monsieur Tapé Goubera, nous allons parler bien sûr de cette opération spéciale de recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Une action menée donc jusqu'à ce jour par le capitaine Ibrahim Traoré. Comment avez-vous accueilli cette volonté du nouveau président de la transition à vouloir impliquer, intégrer les citoyens burkinabés dans la lutte contre le terrorisme? Je pense que, on l'a dit sur cette chaîne panafricaine, du média, que le choix du Premier ministre Apollinaire Kalem de Tambela, c'était un signal fort par rapport au mouvement sankariste, par rapport à l'utilisation, j'appelle des éléments de la force endogène. Et en réalité, l'idée qui était là, c'est que, comme Thomas Sankara l'a dit, le Burkina ne peut pas se libérer, ou bien ne peut pas se développer, dans l'époque c'est se développer, qu'avec les fils et les filles du pays. Aujourd'hui, on fait le parallèle, le Burkina ne peut pas se libérer qu'avec les fils et les filles du Burkina Faso, en premier lieu. Donc, c'est une logique. Il ne peut pas dire qu'il faut un développement autocentré. Ici, on parle d'une libération. On va faire donc, comme j'ai dit, un syllogisme. On va dire donc c'est une libération autocentrée. Utiliser les forces et les ressources qui sont dans le pays. Alors, je vous parle. Nous avons 400 forces spéciales françaises au Burkina. Là où je vous parle. Alors, je vous parle. Mais pourtant, depuis combien d'années les Burkinabés sont attaqués? Je vous ai parlé de 2 millions de Burkinabés qui sont déplacés dans leur propre pays. Donc, pour vous dire que tout ce que les gens racontent en profusion, qui sont de la communication ou de la propagande, dire qu'ils viennent aider le Burkina Faso, c'est effectivement des illusions. Et donc, le président de la transition, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a compris, comme homme de terrain, qu'il ne pouvait compter que sur ses propres frères et ses propres sœurs, en premier lieu. Ensuite, il va, ce dont nous parlons tout à l'heure, il va voir le pays voisin, qui a d'abord une forme d'expérience, qui a aussi utilisé les mêmes ressources, c'est-à-dire les Maliens, pour pouvoir s'en sortir, avec peut-être que par la suite, et nous pensons que c'est ça à quoi on va arriver. Monsieur Goubera, vous pensez que c'est ça la solution aujourd'hui, c'est-à-dire mettre au devant de la scène les forces endogènes, c'est-à-dire dans ce combat contre le terrorisme, mettre au devant de la scène, comme peut-être l'a fait le Mali, les forces de sécurité nationales pour permettre bien sûr à ce qu'on aboutisse à une certaine efficacité sur le terrain? Mais oui, monsieur Nguem, donnez-moi un seul pays qui est protégé de l'extérieur. Quand on parle des États-Unis, ils ne sont pas protégés par les gens de l'extérieur, même quand ils utilisent des milices privées. Si on prend le cas de la France, qui utilise ses légionnaires doivent avoir la nationalité française, etc. Mais ces légionnaires
vont en dehors du territoire français. Sur le territoire français, ce sont des Français de souche, ou bien des Français naturalisés qui sont nés là-bas, etc. Donc, aucun pays ne peut se libérer qu'avec les forces propres. C'est d'ailleurs pour ça que les autres, on les voit. On vous parle, les Français vous parlent d'une 50aine de morts que nous saluons. Nous l'inclinons devant la mémoire. Mais je rappelle qu'en 2009, l'ONU a parlé de 4000 personnes qui sont décédées, qui ont été tuées en 2009. Ça, c'est le rapport de l'ONU. Comprenez? Pourquoi? Parce que les autres, excusez-moi, je vais utiliser l'expression comme on dit au football, les autres ne vont pas mouiller le maillot. C'est d'ailleurs pour ça, vous voyez, c'est cette propagande que lancent les Français. Pourquoi vous voulez que les Français viennent se tuer pour des Burkinabés? Pourquoi? Non, ils viennent, ils font l'essentiel, ce qu'ils veulent, c'est leur présence, ils font de la communication, le reste, on s'en fout. Je vous ai dit, à l'heure où je vous parle, il y a 400 forces spéciales françaises qui sont au Burkina Faso. Mais pourtant, les populations sont déplacées, elles sont attaquées. Donc, il n'y a que ça. Il n'y a même pas d'autre équation. C'est la seule équation. Il n'y a que la libération de ce pays ne peut passer que par des forces endogènes, c'est-à-dire les propres fils et les propres filles de ce pays. Ça a été aussi, je crois, l'élément de communication lorsque le Premier ministre a eu son interview. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que tu es d'abord burkinabé? Si oui, il s'agit de ta participation. Parce que c'est là aussi, on va peut-être arriver à un moment donné aux partis politiques qui sont tapis dans l'ombre et qui auront certainement cette envie de dire oui, qu'on fasse les élections. On l'a vu. Permettez que je fasse ce parallèle. Pendant 10 ans, 2 mandatures qu'a duré celui de IBK, il n'a pas été capable d'aller à Kidal. L'ancien ministre, père son nom, M. Cissé, j'oublie son nom, Soumaïla, pardon, père son nom, a tenté d'aller au nord pour faire campagne. Il a été kidnappé par ses voyous. C'est 8 mois après qu'on l'a libéré. Est-ce que ceux qui véritablement sont là veulent faire des campagnes dans une partie du Burkina Faso où vous ne pouvez pas aller? Parce que je vous rappelle, je dis que c'est entre 30 et 40% du territoire burkinabé qui est occupé par ces voyous. Oui. Donc, ici, c'est vraiment ça, la solution. Je n'ai pas dit une solution, c'est la solution. Oui. Le Burkina ne peut se libérer qu'avec ses propres enfants. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas d'autre remède. Tout le reste, c'est un apport qui va venir. Comme on dit chez nous, c'est un boisseau, un peu en plus. Sinon, c'est ce qu'il fait et la démarche est très bonne et nous la saluons. Une démarche donc saluée par vous, Monsieur Tapé Gourbera, et certainement l'Afrique aujourd'hui. À votre niveau, Monsieur Inas Adama, nous avons une question à double volet à votre niveau. Alors, vous, en tant que citoyen burkinabé, comment avez-vous accueilli également l'annonce, bien sûr, de ce recrutement spécial de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils, des forces de défense et de sécurité du côté du Burkina Faso? Comment ça se passe exactement sur le terrain, c'est-à-dire le processus de recrutement? Et enfin, dernière question, est-ce que vous êtes emballé à l'idée, bien sûr, d'aller peut-être renforcer les rangs de ces VDP? Alors, vous savez, l'île ne peut se développer sans lui-même. Voilà, cette question de demander l'aide extérieure est un leurre. Voilà, est un leurre parce que, comme le doyen l'a dit, l'armée française est chez nous. Mais depuis le début de cette question d'attaque, la France n'a levé aucunement le petit doigt pour venir en aide au peuple burkinabé. Et tout dernièrement, avec l'attaque de la 24e, de la 14e régiment infanterie armée, l'armée française était là. Ils ont les renseignements, ils ont les vecteurs aériens capables d'éradiquer cette question d'insécurité en moins d'une année. Mais si depuis ce temps, ils sont là, cela veut dire que nous, peuple burkinabé, nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes et nos forces armées. Effectivement, cet appel à la contribution de la population, ce n'est que la preuve que nous avons besoin du capitaine Thomas Sankara où on formait toute la semaine et le président appelait même les Burkinabés, le Saïd en son temps, à défendre ses territoires. Et en ce moment, il avait demandé à la population si elle était prête à répondre au cas où des voyous venaient à les frontières du territoire. Donc, c'est la même expérience que nos entraîneurs
Voilà. Donc, le deuxième volet à mon niveau, si moi, en tant que jeune burkinabé, ben, il n'y a pas de raison qu'on refuse. Puisque si vous êtes dans un pays et que vous ne pouvez pas faire 100 pas sans que vous ne soyez interpellé par une autre entité autre que les entités régaliennes de l'État, ben, le mieux, ce serait de libérer d'abord son territoire et ensuite maintenant essayer de voir avec sa autre occupation. Seulement que tout le monde ne peut pas être fort habillé, tout le monde ne peut pas être homme armé, mais n'empêche que si l'opportunité se présente, il y a plein de jeunes qui ont rêvé de tenir les armes et aider l'État. Donc, ces jeunes ont cette opportunité aujourd'hui d'aller au front et de libérer à contribuer au développement de ce pays. Voilà, comme je l'ai dit un peu plus haut. Et cette chance, la jeunesse l'a saisie amplement. Puisque dans toutes les régions, dans toutes les provinces, les jeunes continuent à s'inscrire. Et d'ici là, je pense que nous aurons l'effectif que les pratiquants demandent. Vous, Monsieur Idas Adaba, on va certainement sortir de cette thématique. Un dernier mot sur cette visite d'amitié, de travail du chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, à son homologue malien, le haut-colonel Assimi Goïta. Alors, il s'est exprimé à l'issue donc de cette visite, selon d'ailleurs le président du Burkina Faso, à l'endroit des populations maliennes et burkinabées, voire celles même du Sahel en général, de façon générale. Le président Ibrahim Traoré a lancé un appel qui est bien sûr celui de la solidarité. Il a appelé les peuples burkinabés et maliens à se donner main dans la main afin de rester bien sûr unis dans cette lutte. Votre commentaire sur cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré, M. Tapé Grobera, cette unité, l'union sacrée autour bien sûr de ce même combat, la solidarité plus que jamais de mise aujourd'hui. Mais c'est ce que nous essayons de dire depuis toujours, etc. Oui. L'un des éléments auxquels peut-être que je n'ai pas fait cas, ça montre aujourd'hui qu'il y a un axe fort qui est créé, que les propagandistes de la jeune française essaient de faire, c'est de parler, parce que vous vous souvenez qu'au départ, ils écrivaient que le Mali, en prenant cette trajectoire, est en train de s'isoler. Oui. On voit au contraire que ce n'est pas le Mali qui s'isole. Le Burkina Faso est venu s'ajouter. Il y a la situation de la Guinée qui est un peu chancelante. Mais ça, le fait de dire cela, ça montre effectivement que le Mali n'est pas isolé et que le Burkina Faso non plus n'est pas isolé. Ils ont choisi une voie qui est une voie de fraternité. Je vous ai dit, il y a une frontière de 1000 km entre eux. Oui. 1000 km, c'est pas rien. C'est-à-dire que l'expérience qui se passe au niveau du Mali sous nos yeux, cette expérience va être mise en contribution au niveau du Burkina Faso pour le meilleur de nos peuples, les peuples africains. Nous sommes fatigués de voir que chaque fois, nous qui sommes membres de la diaspora, quand on présente les pays africains, c'est toujours la guerre, toujours la mort, la désolation, la corruption. Il n'y a jamais un élément positif. Alors que ce sont les mêmes qui, pour ouvrir cette parenthèse, une corruption se fait à deux. Il y a un corrupteur et un corrompu. On montre toujours nos dirigeants qui sont corrompus, mais on ne montre pas les corrupteurs qui viennent de chez eux. Bref. Donc, nous ne voulons plus entendre parler, nous ne voulons plus voir des jeunes qui vont aller chercher à mourir dans la Méditerranée. Et c'est ce genre d'axe, cette situation. Parce que je pense, ça c'est la parenthèse à laquelle je vais ouvrir, je pense que peut-être d'autres ne seront pas contents. Les questions, je pense, un jour vous allez peut-être ouvrir cette opportunité au niveau de cette chaîne. Pourquoi on parle de la question des soi-disant des élections, qu'on essaie de présenter comme étant l'élément de la démocratie. Ici, lorsque le président, le capitaine Traoré parle de son peuple, il va là, c'est la démocratie, c'est la volonté du peuple. Mais on va vous dire, parce qu'on n'a pas mis un bulletin pour dire c'est lui, c'est pas lui, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de pouvoir, etc. Quand le premier ministre par intérim du Mali est rentré, vous avez vu l'onction populaire? À contrario, ceux qui se disent autoproclamés élus démocrates, quand ils sont rentrés, il y a eu combien de personnes qui sont allées l'accueillir? Donc c'est ça l'onction populaire.
C'est ça la question de la légitimité. On essaie de passer derrière une soi-disant légalité. Même là encore, il y a beaucoup de discussions. Donc ici, le président Ibrahim Traoré est en phase avec le peuple. C'est la volonté du peuple. C'est ça la question. D'après le mot, tel qu'on le dit, gouvernement du peuple par le peuple. Oui. Donc, en le faisant, et la même chose, puisque c'était une volonté. Tout à l'heure, mon frère Inas Adama l'a dit, c'est la volonté de ces peuples qui a été respectée. On ne peut que saluer ça. C'est la démocratie réelle qui est là. La volonté du peuple qui, jusqu'ici, est respectée. Pour vous qui êtes sur le terrain, Monsieur Inas Adama, sur les premiers jours, bien sûr, de la gouvernance de Monsieur Ibrahim Traoré, comment la sentez-vous cette gestion du pays? Rappelons que c'est le 30 septembre dernier que le capitaine, ou du moins le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Abiba a donc été officiellement renversé, accusé de ne pas avoir été capable, bien sûr, de répondre aux desiderata du peuple. Finalement, un mois plus tard, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, de par les actes qui sont posés, que le capitaine Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette dynamique-là, celle de vouloir écouter le peuple burkinabé? Vous, ce peuple-là, vous qui représentez le peuple aujourd'hui. Ok, bien avant de revenir sur votre question, j'aimerais me prononcer par rapport à la solidarité. Oui. Allez-y. Il faut savoir que le président a été entre le Burkina et le... Voilà. Donc, quand il doit aller officialiser cette solidarité entre le peuple burkinabé et le peuple mali. Vous savez, depuis que les mouvements au Mali ont commencé, surtout nous, les panafricanistes burkinabés, nous avons fait un lien par rapport aux difficultés qu'ils vivaient par rapport à la tenue des choses qui s'opéraient au Mali. Donc, cette solidarité déjà était entre les deux peuples. Voilà, donc officieusement entre ces deux peuples. Et officiellement, le président Ibrahim Traoré vient de consolider cette solidarité. Donc, quelque part, c'est comme un coup de soulagement pour le peuple burkinabé qu'on puisse maintenant, à la face du monde, brandir haut cette solidarité-là. Et nous n'allons pas nous limiter à cette solidarité entre le Mali et le Burkina, cette union. Nous aspirons à l'union de toute l'Afrique. Nous aspirons à l'union de toute l'Afrique par rapport à l'unité aussi, à la solidarité des peuples africains face aux différents problèmes, aux différents défis du monde actuel. Maintenant, par rapport à cette gestion du président, dès les premières heures même de la prise du pouvoir, il a clairement signifié que tout est urgent au Burkina. Tout est urgent et tout doit aller vite. Et dans le constat, effectivement, il a touché du doigt le vrai problème du peuple burkinabé. Et dès sa prise de pouvoir, les ravitaillements des peuples vraiment sous menace terroriste et qui mouraient de faim ont été ravitaillés très rapidement en denrées. Et ça, c'est la gestion par l'exemplarité. C'est un homme de parents. Et s'il dit quelque chose, il la réalise. Et jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, nous ne voyons pas un dérapage dans la gestion. Voilà, tout ce qui est dit est suivi à la lettre et comme le Premier ministre Maître Kélem de Tambela l'a dit, ils vont gouverner par l'exemplarité et ce n'est que ce que le peuple burkinabé demande. Nous avons été gouvernés des années et des années, la parole a été toujours différente de l'acte posé. Et ici, en un mois de gestion, nous nous sentons confiants et en tout cas, le peuple burkinabé a à l'œil la gestion et en tout cas, pour le moment, est satisfait de la gestion. Je ne parlerai pas des politiciens et ceux que nous appelons l'OP, je dis ventriloque, qui ne pensent à leur vente, n'est-ce pas? Ils ne pensent à leur intérêt personnel politicien qui lèvent le temps, qui n'ont pas été associés. Mais le problème ici n'est pas l'association des personnes qui ne feront pas le bien du pays. En tout cas, jusque-là, les éléments choisis et les gestions, les actions du président nous laissent confiants pour la suite. Et à nous, le peuple aussi, de nous engager pour soutenir, pour accompagner cette gestion-là. Et au cas où il y a des petites erreurs, le peuple fera lever la voix pour recadrer les choses et ensemble, nous irons faire un lendemain meilleur du Burkina. Si vous permettez, je voudrais ajouter, si oui. M. Ingem, c'est possible d'ajouter un élément. Allez-y, M. Tapé, allez-y. Oui,
Voilà, je disais, c'est en une minute, hein, Oui. il y a un élément dont on ne fait pas cas, c'est l'abrogation de la loi. Je parle ici sous le couvert de mon frère Inas Adama, qui avait été prise par M. Danuba, d'augmenter les salaires du président de la République et des ministres. Et lorsque le président Traoré vient avec le Premier ministre, leur première préoccupation, c'est d'abroger cette loi. Vous voyez ce sentiment du citoyen qui est en conformité avec ce que les populations veulent. C'est très important. En 8 mois, lui veut augmenter le salaire. Alors que, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Inas, il y a des populations qui ne trouvent même pas à manger et lui il cherche à augmenter son salaire et celui des services. Voilà. Un indicateur fort également, si on revient sur cet élément ressorti par M. Tapé Goubera, M. Inas Adama, le fait aujourd'hui d'avoir significativement réduit le nombre des membres du gouvernement qui est passé à 23 ministres. Clairement, également, quand on part du côté de l'Assemblée nationale, on se retrouve avec pratiquement 71 députés qui ne seront pas rémunérés. Il faut le relever. C'est également un indicateur fort aujourd'hui que clairement, pour cette transition, le capitaine Ibrahim Traoré voudrait marquer une certaine différence. Écoutez, vous savez, depuis longtemps, la population burkinabé demandait à ce que l'État diminue son train de vie. Et diminuer le train de vie de l'État, ce n'est rien d'autre que cette question de diminuer les salaires des ministres, puisqu'en réalité, les revenus de l'État ne sont pas redistribués équitablement en fonction du travail de chacun sur l'étendue du territoire. On va se rendre compte que le budget que l'État même utilise pour payer ces travailleurs, la part attribuée aux ministres et aux députés était la part la plus élevée, bien étant donné que les autres travailleurs de l'État sont beaucoup plus nombreux. Mais quand on fait le quota par individu, on se rendra compte qu'il y a cette part-là qui est plus élevée que les autres travailleurs de l'État. Donc la diminution du nombre de ministres déjà nous permet de faire une économie vraiment considérable. Et une économie vraiment considérable. Côté nombre de députés également, c'est vrai, il ne doit pas être rémunéré bien étant donné que tout travail doit être récompensé. Mais il y aura un mécanisme, en tout cas, qui va il faut prendre avec vraiment du sérieux. Et là encore, la non-rémunération, c'est voir aussi diminuer le train de vie de l'État. Voilà, donc c'est ce souci de vouloir bien faire et de vouloir équilibrer les choses du gouvernement. C'est quelque chose à saluer et nous espérons que tous ceux qui seront à qualité puissent comprendre cette manière de faire et accepter de travailler et ne pas attendre quelque chose de très élevé. Si je pense qu'on travaille avec le cœur et l'amour de sa patrie, tout ce qu'on nous donnera sera accepté. L'essentiel est que l'État, le Burkina Faso sorte de ses calvaires. Et après, maintenant, l'histoire marquera vraiment ces hommes par le honneur au service. Il n'y a pas de plainte, hein. Il n'y a pas de plainte que ce soit du côté du Premier ministre de la Transition, M. Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, ou alors des 22 autres ministres qui composent bien sûr ce gouvernement. Nous accueillons le troisième invité de ce matin. Il s'agit de M. Ouedraogo Saba, en direct toujours du côté de Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous êtes coordonnateur régional de la planète des jeunes panafricanistes. Bonjour à vous, monsieur, et bienvenue. Monsieur Ouedraogo, bonjour et veuillez ouvrir votre micro. J'ai un problème de micro, je ne sais pas si vous me recevez. Oui, c'est parfait. Le signal, il est bon, à notre niveau en tout cas. D'accord, c'est bon. Voilà. Je vais m'accommoder. Voilà. Alors, bonjour et surtout bienvenue à vous. Vous nous prenez au moment où nous sommes sur le point de chuter sur cette visite du capitaine Ibrahim Traoré du côté du Mali, où bien sûr le président de la transition burkinabé a donc officiellement pour la
toute première fois rencontré son homologue, le colonel Assimi Goïta. La première visite à l'étranger du capitaine Ibrahim Traoré, le fait d'avoir choisi la destination Mali, ou du moins malienne aujourd'hui, est pour vous forcément, je vais le dire comme ça, un indicateur fort sur la ligne que voudrait donner le capitaine Ibrahim Traoré à sa transition aujourd'hui. Oui, c'est un très grand indicateur, un indicateur très fort, oui, du fait que cela a été inspiré de la population dès l'avènement même du putsch du 28. Oui. La population réclamait à ce que le président Ibrahim Traoré soit soutenu par le Mali. Oui. Et on a vu que les OSC en activité pour soutenir ce dit coup d'État là, on sont rentrés en contact avec Ereolo, oui, qui ont demandé à beaucoup d'activistes de soutenir, de galvaniser les populations qui les suivent à partir de Ouaga et à partir du Mali pour soutenir le coup d'État. C'est donc un bel exemple car le Mali vit les mêmes réalités politiques, sociales que le Burkina Faso. On peut dire que l'historique politique et social du Mali est la même au niveau du Burkina Faso. Donc, il s'agit de s'inspirer de l'expérience et du système d'organisation de ces autorités-là. Et comme hier, à la visite, on a vu un communiqué sur le site de la présidente du Faso qui disait que le Burkina Faso et le Mali allaient mutualiser leurs forces au point de vue sécuritaire. Et ça, c'est une très bonne chose à encourager. Alors, clairement, aujourd'hui, puisqu'on parle du président de la transition burkinabé, on parle également de vous. Vous, en tant que citoyen burkinabé, on parle surtout de ce renforcement de la coopération sur le plan sécuritaire et sur le plan de la défense. À votre niveau, en tant que peuple aujourd'hui, vous pensez que l'expertise malienne est forcément la bienvenue aujourd'hui au regard des réalités que rencontre, ou du moins que traverse le Burkinabé, votre pays? C'est la meilleure expérience, c'est le meilleur fleuve d'expérience où le Burkina Faso doit aller s'abreuver. Comme je le disais, tous les péripéties du Mali, le Burkina Faso est en train de vivre les mêmes choses. C'est les mêmes réalités, c'est les mêmes groupes qui attaquent de part et d'autre au niveau des frontières, c'est les mêmes groupes qui ont toujours les mêmes objectifs, qui se sont repliés au niveau du Burkina Faso parce que le Mali a pu... Le Mali a acquis des armes qui relèvent en fait cette défense du territoire. Donc le Burkina Faso gagne. Monsieur Drago, vous êtes toujours avec nous? Alors nous allons bien sûr tenter de repartir du côté de Ouagadougou, retrouver Monsieur Ouagadougou, mais bien avant, en refermant cette page, cette première thématique, je ne sais pas si Monsieur Ouagadougou est de retour. Oui, je suis là. Oui, allez-y, vous étiez sur cette coopération aujourd'hui, sur du moins cette expérience malienne que le Burkina dont le Burkina voudrait servir aujourd'hui. Effectivement, je disais que l'expérience du Mali est la meilleure source à laquelle les autorités du Burkina Faso doivent s'abreuver. Oui. Parce qu'en réalité, c'est les mêmes terroristes, c'est les mêmes groupes qui attaquent qui attaquaient au niveau du Mali, qui viennent attaquer au Burkina Faso. C'est les mêmes enjeux. Donc le Mali a trouvé un système pour contrer ces gens-là en payant des moyens logistiques et des armes pour lutter contre ceux-là. Et on retrouve ces groupes-là qui ont fui le Mali pour s'installer au niveau du Burkina Faso. Donc mutualiser ces forces-là permet non seulement au Mali de rentrer faire et participer à la sécurité, et au Burkina Faso de rentrer au Mali également faire de la sécurité. Donc je pense que de ce point de vue, on ira encore plus loin. On ira encore plus loin et plus rapidement dans la résolution du conflit sécuritaire. Mais je disais encore que cette lutte contre le terrorisme, là, c'est encore au niveau interne, au niveau du Burkina Faso. Oui. Quand nous avons vu une succession de régimes, depuis Blaise Compaoré, Roch Kaboré, Damiba, etc., les régimes se sont succédés, mais le système n'a pas changé. Oui. Donc, il va falloir faire une audit sociale.
une audit administrative, prendre des mesures, être très rigoureux, afin d'assainir le climat social et politique et revoir l'économie afin de l'amener vers une économie culturelle et structurelle, voilà, au profit de toutes les populations et non au profit d'un groupe donné. C'est cela qui va permettre aux populations d'être en adéquation avec les nouvelles autorités et de soutenir les nouvelles autorités. Comme on le dit toujours, l'aspiration du peuple est le socle de cette nouvelle ère qui souffle au niveau du Burkina Faso, comme de cette nouvelle ère qui souffle au niveau du Mali. Donc il est très important que ces autorités-là s'inspirent et écoutent et sachent faire le tri entre les OSC, comme je dis, qui ont toujours fait du copinage avec les partis politiques. Il y a beaucoup d'OSC. On voit aujourd'hui même qu'au niveau du climat social, il y a une guéguerre entre les OSC et certaines, et par exemple la planète des jeunes panafricanistes qui a travaillé à ce que, avec les populations, à ce que le changement de l'ère d'Amiba soit effectif. Voilà, nous voyons une campagne d'intoxication sur les nouvelles mesures du Premier ministre et du gouvernement. Nous voyons une plainte déposée par l'ambassade de France contre la personne de Nestor Podacé. Voilà, nous voyons certains leaders d'OSC soutenir cette plainte-là. Nous disons en réalité que c'est toujours cette stratégie-là de certaines personnes qui ont pris de l'argent, qui veulent casser la dynamique de la veille citoyenne de la planète des jeunes panafricanistes. Donc il est très important que toutes les franges de la population se revoient. Car on ne peut pas vouloir un changement et le contraire. On ne peut pas demander des résultats à des autorités et on est toujours dans des intérêts égoïstes. Sous l'ère d'Amiba, la PJP seule a refusé d'aller à l'ALT. Parce que dès le début, les prises de position de Damiba et les rencontres avec le MPSR ne nous a pas convaincus. Et donc nous sommes restés sur cette position. On a été persécutés. Notre leader a reçu 3 tentatives d'assassinat. Voilà, il fait l'objet de filature. Voilà, nous sommes étiquetés, mais nous veillons toujours, nous faisons la veille sociale et nous disons que l'aspiration du peuple sera respectée. Donc nous appelons tous les jeunes, toutes les populations, toutes les OSC, quel que soit leur bord, à revoir leur position et à soutenir cette transition-là. Et j'ai dit, quelles que soient les ambitions pendant la naissance du MPSR, je ne parle pas du MPSR 1 ou du MPSR 2, ils sont pris en otage par la population. Leur réussite dépend de l'adéquation et de la cohésion qu'il y aura entre l'aspiration du peuple et leur démarche. Voilà, merci. Merci à vous, monsieur Ouedraogo Saba. Vous êtes, je le rappelle encore une fois de plus, coordonnateur régional de la planète des jeunes panafricanistes du côté, bien sûr, de Ouagadougou. Merci à vous pour votre contribution sur cette première thématique. Prenons la deuxième relative, bien sûr, au Tchad, avec cet appel donc officiellement lancé par le ministre tchadien des Affaires étrangères. Ce dernier s'est entretenu le 1er novembre dernier avec le président ivoirien, son excellence monsieur Alassane Ouattara. Le Tchad a donc officiellement sollicité l'accompagnement de la Côte d'Ivoire pour une transition réussie du côté du Tchad. Que s'est-il réellement passé sur le terrain ce 1er novembre 2022? Élément de réponse avec bien sûr le concours de nos confrères de la télévision ou du moins de la présidence ivoirienne dans cet élément. Vous savez, ça fait plus de 7 ans que je suis le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali et depuis 2 ans je suis à Dakar comme représentant auprès de tous les pays de la CEDEAO et le Sahel. Il y a 2 semaines, j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères dans mon pays. Je me prépare à regagner N'Djamena. Donc je suis venu voir le doyen, le président Ouattara, pour 2 choses. D'abord pour le remercier pour tout l'encouragement, l'accompagnement
qu'il m'a apporté pendant tout mon séjour en Afrique de l'Ouest depuis pratiquement plus de 7 ans. Et lui demander de continuer toujours à nous accompagner. Deuxièmement, l'informer officiellement que je suis maintenant désormais le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Vous savez que le Tchad est en période de transition. Elle demande beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement. Et nous avons échangé autour des défis que nous aurons à faire. Et il m'a promis, comme toujours, son accompagnement, l'accompagnement de la Côte d'Ivoire pour que cette transition au Tchad puisse réussir et que nous ayons vers des élections apaisées et qu'un pouvoir civil s'installera au Tchad. Voilà à peu près ce dont on a parlé avec le président Ouattara tout à l'heure. Monsieur Mahamat Saleh Anadif, le ministre tchadien des Affaires étrangères, qui a donc justifié son déplacement à Abidjan sur 2 points. Premier point, témoigner sa gratitude au président ivoirien, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Deuxième point, solliciter bien sûr l'accompagnement de ce dernier dans le processus de transition dans lequel le Tchad est clairement aujourd'hui impliqué. Alors, je vais démarrer par vous, monsieur Tapé Grobera. Cette volonté affichée par monsieur Mahamat Anadif Saleh aujourd'hui, vous semble-t-elle justifier celle de solliciter l'accompagnement de la Côte d'Ivoire dans le processus de transition actuellement en vigueur du côté du Tchad? D'abord, situer, contextualiser qui est-ce que M. Mahamat allait voir et pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut dire et puis voir est-ce que c'est vraiment justifié ou pas. Je voudrais donc ici faire appel à ce bouquin qui est écrit par des Français, où on parle des confidences de Nicolas Sarkozy, ça reste entre nous, 200 de confidences. Nous avons donc la page 102, voilà ce qui est écrit. C'est Nicolas Sarkozy qui dit, il dit, quand je vois le soin que j'ai mis à intervenir en Côte d'Ivoire, on a sorti Laurent Gbagbo et on a installé Alassane Ouattara sans aucune polémique, sans rien. Donc, M. Ouattara, pour vous dire qu'il a installé. C'est parce que vous voyez mon regard. Effectivement. Ça, c'est un premier fait. Deuxièmement, le Premier ministre, M. Mahamat, vient de dire qu'il était le ministre des Affaires étrangères. Non, avant. Il était d'abord le représentant depuis 7 ans. Oui, des Nations Unies. Donc, de l'ONU dans le cadre du Mali. Donc, il fait partie des personnes qui ont été là et qui ont observé les embargos iniques, illégaux, que la CEDEAO a opéré sur le Mali. Qu'a-t-il dit? Ça montre évidemment que nous sommes dans la France-Afrique. Il n'y a pas de débat. Nous sommes dans la France-Afrique. Sur cette chaîne, nous l'avions dit. On a dit que, puisque le Tchad fait partie de la CEMAC, le Tchad fait partie de la CEMAC, et qu'à ce lieu, il y a eu une réunion où M. Tshisekedi a été désigné pour, comment on appelle... La médiation. Pour assurer la médiation. Donc, il y a une médiation. On va aller prendre une autre médiation parallèle. En réalité, la médiation parallèle, c'est quoi, en fait, selon nous? Selon nous, quand nous voyons, c'est de permettre, parce que lorsqu'il y a eu ce drame, que nous avons continué de qualifier ce drame, qui a été opéré par le régime de Mahamat Idriss Déby Junior, et que véritablement, c'est tellement allé loin, on a même, à telle enseigne que les jeunes françaises et leurs médias étaient obligés d'en parler. Je pense, comme ce pouvoir actuellement n'a plus rien comme atout, donc on va retrouver M. Alassane Ouattara, qui est le pion de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Ça nous rappelle à un temps moment M. Houphouët-Boigny. Malheureusement, mon pays d'origine, mon enclos colonial, les dirigeants ont toujours servi. Enfin, on a eu Houphouët-Boigny. Et maintenant, Alassane Ouattara ont toujours servi de ceux qui sont en ce que j'appelle les nettoyeurs. À l'époque, quand vous allez voir Houphouët-Boigny, dès que vous finissez de voir Houphouët-Boigny, on vous recevait à Paris. C'est la même chose. Aujourd'hui, pour qu'on puisse venir en aide, pour que la communication puisse aider ce pays, puisqu'on puisse mater encore les populations, M. Ouattara va faire le nécessaire, un coup de fil à son fils, enfin, à son homologue de la junte, M. Macron, et puis, bien évidemment, on va continuer, vous allez voir, par une campagne de remontada, on va commencer à donner les garants de ce qui s'est passé, évidemment, vous verrez, je vous assure que dans quelques jours, on parlera tout à l'heure que les populations ont été manipulées par la Russie, ainsi que par la Chine, par même le Mali, ainsi de suite. Voilà.
donc le schéma. Donc il est parti là, c'est justement pour donner un gage sûr à la France pour dire que ne vous trompez pas, nous sommes toujours avec vous. Et le meilleur gage, le meilleur filtre, il n'y a qu'Alassane Draman Ouattara. Voilà la logique pour laquelle ce monsieur est allé là-bas. C'est vrai qu'il était là-bas, voilà, mais on n'a pas besoin d'une visite spéciale. Il pourrait dire, bon, j'ai été représentant, j'ai été bien accueilli, ça va là-bas, mais demander des conseils dans le cadre de ce qui se passe, alors qu'il y a une médiation qui a été créée. À quoi sert la deuxième médiation si ce n'est pas pour dire que la France-Afrique doit prendre le taureau par les cornes et faire ce qu'il faut pour que M. Mahamat puisse, après dans les élections qu'on dit aux civils, il va redevenir. Peut-être qu'on va voir, il va certainement enlever une partie de sa veste, enfin, de son kaki militaire, pour porter une veste comme la mienne et puis donner l'impression que c'est un civil. Voilà donc le schéma qui se présente, ou qui se profile à l'horizon. Mais Monsieur Tapé Goubera, est-ce que c'est une façon pour vous de tirer une conclusion rapide en nous disant que cette expertise de Monsieur Ouattara, qui a donc officiellement été sollicitée dans ce processus de transition, n'aura peut-être aucun effet ou alors n'a aucune utilité? Bon, soyons cohérents. Oui. Si nous prenons ce qui s'est passé, on fait une analogie. Nous sommes passant du premier thème qui s'est passé. Oui. Le président Ibrahim Traoré va rencontrer le président Assimi Goïta parce que M. Assimi Goïta a fait ses preuves dans le cadre d'une transition. Ça, c'est le bon sens. Maintenant, les Tchadiens vont rencontrer M. Ouattara dans le cadre de telle transition qu'il a opérée en Côte d'Ivoire. Maintenant, si on me dit que pendant tout son règne, c'est ce que nous disons, que c'était une transition, nous sommes d'accord. C'est ça la question. Quelle est la transition que M. Ouattara a faite qui mérite d'être portée au Tchad comme expérience? On nous l'a dit. Maintenant, il n'y a que ce que je viens de dire. C'est le fait que, c'est le renforcement, le fait que la France l'a installé. C'est pas moi qui l'ai dit, Nicolas Sarkozy même l'a dit. La France l'a installé. Et comment il a réussi à consolider cette base, à être le pion de la France-Afrique, à mettre tous ceux ou toutes celles qui ont des opinions différentes de lui en prison. On a l'exemple de notre sœur Clichéique Balé qui est en prison. Oui. Sans aucun motif. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on me dise quelle est l'expérience d'une transition qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. M. Ouattara nous dit qu'il a son troisième mandat. C'est ce qu'il nous dit. Donc, quelle est la transition? Maintenant, donc, si tel est le cas, alors, nous sommes d'accord pour dire effectivement, depuis le 11 avril 2011, où il y a eu ce coup d'État dont je viens de lire, ce que Nicolas Sarkozy a dit, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une transition. Donc, c'est cette expérience que les Tchadiens et le ministre ici, Mahamat, peut-être avant de retrouver M. Ouedraogo Sab, on revient vers vous, M. Inas Adama. La même question, je vous la pose en retour. Votre regard, ou du moins l'appréciation que vous faites de ce déplacement du chef de la diplomatie tchadienne du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. De me répéter, au lieu de répéter le doyen, effectivement, si ce n'est pas pour le renforcement de la France-Afrique, il n'y a pas de similitude entre la gestion actuelle et puis la gestion ivoirienne. Mais cette visite, au moment où on peut aussi faire un rapprochement entre ces deux gestions par rapport à la répression du peuple. De la répression du peuple, je ne vois pas comment cette visite peut être rentable au Tchad. Donc, je reviens sur la répression du peuple lors de l'annonce du troisième mandat de Alassane Ouattara. On a vu combien le peuple a été réprimé pour imposer ce troisième mandat. Si nous remontons un peu plus haut aussi, au niveau des crises de la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire, nous avons vu comment pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est peut-être cette expérience-là que Mahamat Idriss Junior aimerait acquérir pour la gestion de son pays. Sinon, je ne vois pas en quoi il y a des similitudes entre ces deux États. Ça, pour le Tchad, c'est une transition.
si on considère que pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une transition, il n'y a pas d'expérience à partager. Sauf que dans la réflexion du il faut apprendre avec la Côte d'Ivoire pour soumettre, je ne dirais pas la Côte d'Ivoire, collaborer avec Ouattara pour soumettre le peuple et aussi, on m'a dit, livrer le cadre comme la Côte d'Ivoire aux Français dans la gestion de la France publique. Donc voici mon regard par rapport à cette collaboration. C'est seulement pour aller contre le peuple et réprimer le peuple, imposer la dictature france-africaine et aussi servir la France. Adama, je sais pas, on fait quoi à la réalisation? On retrouve Monsieur Tapé, il est là? Il est de retour? Oui, je suis là. D'accord, Monsieur Tapé, on va vous laisser poursuivre. Vous étiez en train de parler de cette expertise du président Ouattara qui, pour vous, n'aura forcément aucune utilité. Vous étiez en train de faire un parallèle avec la première thématique où, bien sûr, le président burkinabé Ibrahim Traoré est allé s'abreuver auprès, bien sûr, du président malien, le colonel Assimi Goïta, le président malien qui, clairement, lui, a fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme. Oui, c'est ce que je dis. Vous l'avez résumé tout à l'heure, mon jeune frère Inas l'a dit, et il a complété ce que je disais. Oui. C'est pour vous dire que, effectivement, nous avons toujours considéré que le coup d'État du 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire était une transition qui, malheureusement, on présente à l'extérieur comme étant un élément de démocratie et autres, tout ça, etc. C'était un coup d'État. Oui. Je ne l'ai pas inventé, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui l'a dit. Et donc, cette transition qui continue sous trois mandats. Et donc, surtout, on a vu aussi le troisième mandat qui a eu lieu avec la violation pure et simple. Hein, c'était encore une autre couche constitutionnelle qui a eu lieu. Donc, je pense, si le ministre des Affaires étrangères tchadien va là-bas, c'est pour voir comment, ils ont déjà opéré un coup d'État, comment faire pour que, comme le père, il puisse se maintenir au pouvoir, je ne sais pas, aussi longtemps qu'il le veut, contre la volonté populaire. Parce que ce que nous disons et que les gens doivent comprendre, si une population est à l'aise, si une population sait qu'elle a la sécurité avec quelqu'un, elle va accepter par rapport aux motifs qui sont avancés d'une loi interne. On peut l'appeler comme on veut. Parce que les gens, on essaie de nous blaguer en nous racontant des histoires. Pour ceux qui l'ignorent, un pays comme l'Angleterre n'a pas de constitution. Je ne sais pas si les gens le savent. Donc la constitution n'est pas quelque chose de immuable qu'il faut brandir partout. L'Angleterre n'a pas de constitution. Donc si on a vu le président Mohamed Kadhafi qui était là depuis septembre 1969 et qui a été tué par les forces impérialistes occidentales. Mais ce peuple-là aujourd'hui, si vous rencontrez des Libyens, ils étaient à l'aise. On a pris un groupe de parvenus aux États-Unis qui ont créé le Conseil national de transition pour venir détruire ce pays qui aujourd'hui n'a même pas un seul gouvernement, n'a 3 gouvernements. Donc, si véritablement le peuple, c'est ça, si M. Ouattara ou bien M. Mahamat veut faire quelque chose, c'est de faire un référendum. Si le référendum lui donne la possibilité de faire 10 mandats, c'est le peuple qui a choisi. Mais on ne s'en sort pas chez soi et puis on fait une petite constitution et puis après on va mater les gens. C'est ça qui pose problème. Et il faut donner la possibilité. C'est ça. Si le peuple dit que vous pouvez faire 10 mandats, c'est le peuple qui a décidé. Vous faites le référendum en bonne et due forme. Le peuple dit, voilà, pour prendre l'exemple tout bête, si par exemple, le président Ibrahim Traoré, après ça, le moment arrive, il fait un référendum, la population dit non, compte tenu de ce que tu as fait, nous voulons que tu continues et que nous voulons même que tu restes pour 2, 3 mandats, c'est le choix du peuple autonome et souverain du Burkina Faso. C'est la même chose qui se passerait si M. Mahamat Idriss Déby était avec le peuple. Mais il n'a rien avec lui. Le seul allié qu'il peut avoir, c'est la France-Afrique. Voilà. Il n'a pas l'opposition avec lui. Parce que l'opposition aussi joue sur les 2 tableaux. Elle joue sur les 2 tableaux. Elle est liée à la jeune française et elle a le peuple qui, dans sa coquille avec le peuple, pour pouvoir voir les aspirations du peuple. Les aspirations du peuple ne sont pas les aspirations par exemple de M. Massa, parce que M. Massa, lui, son éthique, c'est de prendre le pouvoir. Or, ce n'est pas la prise du pouvoir qui importe. Les populations veulent un changement. La fin d'une dictature qui est installée de manière, comme on appelle, héréditaire. La fin
d'une situation, d'une vie normale des Tchadiens. C'est ce qu'ils demandent. Ça, c'est l'aspiration des peuples tchadiens. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Maintenant, M. Ouattara, est-ce qu'il fait l'aspiration des Ivoiriens? Je dis non, puisque beaucoup de personnes sont en prison. Oui. Alors, je vous parle pour vous donner un exemple. La loi de 2015 permet aux anciens présidents de la République d'avoir leur argent. Le 7 avril 2021, puisque le président Gbagbo et le ministre Blé Goudon ont été totalement acquittés le 31 mars 2021, le 7 avril, ça est sur YouTube, vous pouvez voir, M. Alassane Dramane Ouattara a dit que le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudon peuvent rentrer en Côte d'Ivoire, oui. Et le président Gbagbo, en tant qu'ancien chef d'État, va bénéficier de tout ce qui lui revient. Or, la loi de 2015, non, pardon, de 2005, pardon, lui permet d'avoir ses avoirs. À l'heure où je vous parle, le président Gbagbo n'a même pas encore politisé un seul pique-nique. Voilà, donc M. Ouattara, voilà quelqu'un qui ne respecte aucune loi. Mme Pilcheri Balé a été mise en prison comment? Parce qu'à moins qu'on nous dise que maintenant aucun Ivoirien ne doit aller au Mali, et je pense que peut-être bientôt maintenant mon frère Ignace ne verra plus, puisque vous avez eu le malheur, le président du Burkina Faso a eu le malheur d'aller voir ce M. Assimi Goïta. Tout Ivoirien qui ira certainement au Burkina Faso sera considéré comme un danger public. Puisque le seul tort qu'on a reproché à Mme Pilcheri Balé, c'est d'être allée au Mali. Elle est revenue. On n'a même pas eu la décence de lui dire, on vous donne une convocation, on lui dit venez récupérer votre passeport et votre téléphone portable. Lorsqu'elle arrive, on crée des motifs et elle est en prison jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, officiellement, nous ne savons rien. Si vous entendez des gens parler, on ne sait rien de ce qui lui est reproché. Vous voyez, c'est un État voyou. C'est ça qu'on va prendre comme exemple. Voilà la différence qu'elle a. Nous avons, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, une dame qui parlait. On a, depuis 7 ans, on devait installer un genre de métro avec les plis gonflants en Côte d'Ivoire. Et il y a eu une réunion. La dame, donc chaque fois, le métro depuis 7 ans qui devait être installé, on cherche, on a déguerpi les populations. Et là, c'est la violation de l'article 11 de la Constitution ivoirienne qui dit que lorsqu'on déguerpit quelqu'un, on doit le dédommager. Mais Ouattara ne respecte rien en Côte d'Ivoire. Donc c'est un tel monsieur qui va servir, je ne sais pas d'exemple. Le seul exemple dont nous pouvons parler ici, c'est de la France-Afrique. C'est aussi simple que ça. Oui. C'est-à-dire que le régime de Déby, qui sait qu'il n'a aucune légitimité, parce qu'avec ce qui s'est passé trop grave, logiquement, M. Déby aurait été sincère. Nous l'avons fait des propositions. C'est de créer une commission d'enquête qui doit dire, comme ça, lui au moins, il prend le temps de prendre du recul et de dire oui, en tout cas, ce qui s'est passé n'est pas bien, et une commission d'enquête, inviter tous les autres pour qu'on en discute. Mais au lieu d'avoir cette posture de dire oui, c'est un groupe qui est manipulé de l'extérieur, etc., qui est venu, il y a eu une insurrection, etc. Alors que quand on regarde, il y a eu un policier qui est certes mort, mais il est mort à la suite de ses blessures après. Oui. Des gens qui viennent pour une insurrection ne viennent pas des morceaux de bois, ils sont armés correctement. Comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire? On l'a vu lors du procès. Pendant qu'on faisait avancer les femmes, il y avait des gens à l'intérieur qui avaient des kalachnikovs. Est-ce que c'est le cas? Nous ne pensons pas. Donc M. Déby n'a plus la population avec lui. Il y a l'opposition qui est là, oui. Et nous avons le groupe armé, le FAT, qui est là. Donc vous avez, il est encadré de partout. La seule possibilité pour qu'il puisse continuer de rester au pouvoir, c'est de faire appel à la junte qui elle-même étant je vais dire, un parti, puisque le président Macron s'est déplacé spécialement au, comment on appelle, l'intronisation, c'est le mot que je vais utiliser, l'intronisation de Mahama, ce qu'il n'a pas fait pour le Mali, ce qu'il n'a pas fait pour le Burkina, ce qu'il n'a pas fait pour la Guinée, mais il a fait spécialement pour le Tchad. Il était mal, parce que là, à un moment donné, les journalistes sont trouvés du 2 poids 2 mesures. Donc il faut relancer cela pour dire ce qui s'est passé. On va revenir avec vous, mais ne vous trompez pas, on ne va jamais aller à la Russie, on ne va jamais aller à la Chine, on ne va jamais aller à ça. S'il vous plaît, revenez, aidez-nous pour le faire. Donc pour le faire, il y a un lien qui est très simple, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Il dit, il n'y a pas de problème, on va faire le nécessaire. On va vous montrer comment on mate les gens, comment on met les gens en prison, comment vous pouvez, officiellement, les 50 Tchadiens qui ont été tués, on va voir comment nous allons communiquer pour dire, effectivement, ce sont eux-mêmes qui sont venus se mettre devant le fusil pour se faire tuer, etc. Vous allez voir, c'est ce qui va se présenter. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a tué, coupé la tête de quelqu'un, on a décapité, on a joué sa tête avec au football. D'abord, les gens qui ont été là n'ont jamais été arrêtés. Et quand on présente, c'est lui, le monsieur lui-même qui a certainement dû prendre un couteau pour se couper la tête. Voilà ce qu'on va présenter comme au Tchad. C'est cette expérience nauséabonde qu'on va nous présenter bientôt au Tchad.
Dommage. Bien dommage selon vous, Monsieur Tapé Groubera. Je me retourne vers vous, Monsieur Ouedraogo Sahaba. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le climat tendu qui prévaut du côté du Tchad? On rappelle bien sûr que le 20 octobre dernier, de vives manifestations ont éclaté du côté du Tchad, des manifestations organisées d'ailleurs par les principaux partis de l'opposition. Selon le bilan officiel relevé jusqu'à présent par le gouvernement tchadien, on a enregistré officiellement donc une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés. Par la suite donc, il y a cet accompagnement ou du moins cette expertise d'Abidjan qui a été sollicitée par le chef de la diplomatie tchadienne, M. Bahamat Saleh Anadif. Alors, quel est le regard aujourd'hui que vous portez sur cette actualité? Oui, aujourd'hui, je porte le même regard que mes prédécesseurs. Et nous savons tous que Alassane Dramane Ouattara est l'ambassadeur de la France-Afrique. Et nous avons vu comment Mahamat Déby a pris le pouvoir. Alors, si Mahamat Déby a assassiné plus de 200 personnes, a séquestré des personnes, a contraint des gens à l'exil, à la suppression de leur liberté, bon, il va de soi qu'il parte bénéficier de l'expérience de Alassane Dramane Ouattara qui a fait au moins 2 coups d'État. Le coup d'État par la rébellion et le coup d'État constitutionnel légitimé par la France et les autres instances qui ne l'ont pas condamné et qui s'encharnent sur les pays qui veulent réellement quitter leurs conditions d'aliénation telles que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Donc, nous savons le rôle que joue Alassane Dramane Ouattara pour la sauvegarde des intérêts de la France. Donc, il va de soi que Mahamat Déby parte voir quel système mettre en place pour rester éternellement au pouvoir et mener la vie dure aux populations tchadiennes. Voilà un peu le regard que je fais. Alors, cette tentative menée par le chef de la diplomatie tchadienne également pose une autre problématique quand on sait qu'il y a de cela une semaine exactement, la CEAC s'était réunie du côté de Kinshasa, en République démocratique du Congo, afin de désigner un médiateur qui aura donc pour responsabilité d'accompagner le Tchad dans son processus de transition. Alors, à cet effet, le président en exercice d'ailleurs de la CEAC, M. Antoine Félix Tshisekedi, a été officiellement donc désigné facilitateur, voire médiateur dans cette crise tchadienne-là. Aujourd'hui, le fait de solliciter Abidjan ne pose-t-il pas un problème à votre niveau, Monsieur Inas Adama, quand on sait que voilà, la Côte d'Ivoire, c'est la CEDEAO, mais clairement la RDC aujourd'hui, c'est dans la CEAC. Est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui un petit problème qui se dégage par le biais, bien sûr, de cette nouvelle approche tentée par Djamena? Peut-être avant de retrouver Monsieur Inas Adama, la question... Oui, Monsieur Anas Idama, nous vous recevons. Oui, je disais que les médiations au Burkina, même par les institutions internationales, ne sont pas beaucoup trop acceptées par le peuple puisque ne partant pas dans les intérêts du peuple. Donc, je parlais de l'exemple de la CEDEAO quand Gengere avait voulu forcer les dirigeants de la transition en son temps, en 2015, pour prendre le pouvoir. C'est cette même CEDEAO qui avait envoyé une délégation pour introniser Gengere en tant que président. Et c'est là le peuple avait refusé. Oui. Donc, tout médiateur choisi par la CEDEAO ou peut-être même par l'Union africaine ne répond pas nécessairement à ce que le peuple soit mis dans ses droits. Donc ici, choisir un médiateur pour régler les problèmes de la sous-région par la CEDEAO ne signifie pas forcément que ces médiateurs-là vont résoudre les problèmes du peuple, mais plutôt pour instaurer l'ordre de la France-Afrique dans ces pays africains.
Merci à vous, monsieur Inas Adama. Je vais également me retourner vers vous, monsieur Tapé Groubera, pratiquement sur la même question. La médiation du président congolais, président en exercice de la CEAC, qui a donc été officialisée il y a de cela une semaine. Quelques jours plus tard, l'accompagnement d'Abidjan, ou du moins l'expertise du président Ouattara est sollicitée. Est-ce que c'est une façon indirecte de nous dire que clairement, monsieur Tshisekedi n'aurait pas les coudées suffisamment franches pour résoudre la crise tchadienne? Oui, ça veut dire ça, ça veut dire autre chose, comme je ne cesse de le dire. En réalité, il y a du saupoudrage à travers cette situation. C'est-à-dire, on a sollicité M. Tshisekedi, qui est au niveau de l'Afrique centrale, à ses pairs. Évidemment, ça paraît tout à fait logique, puisque c'est dans un cercle bien déterminé, celui au niveau des CAC. Et là, il n'y a rien à voir. Maintenant, M. Hassan Drama Ouattara, à la limite, on pourrait parler d'une structure sous-régionale seule, la CEDEAO, dont le président est M. Ambalo. Mais on le laisse et on va prendre M. Ouattara. C'est pour cela que nous voyons effectivement dans cette histoire, ce n'est pas une question de médiation en tant que telle, ou bien la médiation de la résolution du problème. Ici, c'est une médiation de la France-Afrique. Il faut que ce soit su. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des chefs d'État qui se réunissent et envoient M. Tshisekedi pour résoudre le vrai problème qu'il va venir résoudre. Et l'autre, dont M. Mahamat Idriss Déby et son gouvernement ont compris que si M. Tshisekedi vient, le problème ne va pas avoir peut-être la résolution qu'ils veulent. Puisque à un moment donné, on va exiger la mise sur pied d'une commission d'enquête, essayer de discuter, certainement pour parler de deux choses. Peut-être comme ils ont l'habitude souvent de parler d'un gouvernement d'union nationale, alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est plutôt de voir ce qui a été décidé dès le départ, c'est-à-dire qu'après 18 mois, M. Mahamat, il ne peut pas être candidat, il ne peut pas prolonger. À la limite, on peut dire, compte tenu du contexte, on peut vous accorder encore peut-être 1 an, et puis les prochaines élections se font entre les civils, et que toutes les personnes qui ont dirigé M. Mahamat ne soient pas capables, ne soient pas candidats. Il peut prendre son temps. On a vu, et je le répète, je l'ai dit ici, M. Kérékou, le président Kérékou, ça s'est passé en 90. Ça s'est passé quand il a voulu faire, il s'est retiré. On a laissé M. Nisokwa Forseglo, qui a été venu réputé de la Banque mondiale, comme on nous a présenté M. Hassan Drama Ouattara. Il a fait un mandat après un mandat. Ce sont même les Béninois qui sont allés chercher M. Kérékou, qui est venu, qui a fait 2 mandats. Comprenez que M. Mahamat, si véritablement il est dans la dynamique du peuple, à un moment donné, le peuple est capable d'aller le chercher. Mais ce qui se passe ici, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, c'est que ça n'a rien à voir avec une vraie médiation, ou alors c'est pour court-circuiter la médiation, mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit l'objet réel. Ce n'est pas une manière de court-circuiter, mais je pense que c'est plutôt de créer le lien fort qui peut-être à un moment donné a commencé à se distendre entre la France et le régime, peut-être, la junte militaire française, la junte au Tchad et la junte française, et peut-être pour éviter que ça n'aille trop loin, donc il faut trouver quelqu'un qui est le lien très fort, qui donne sa signature, qui permet à Paris de venir soutenir. Et là, à voir les arguments, vous dites, ben écoutez, j'ai vu M. Bazoum, vous avez installé vos bases qui ont été chassées de Dakar. Là encore, tu peux demander à ce que les autres bases, certainement, puisque peut-être le vaillant peuple du Burkina Faso va chasser toutes ces bases-là, puisqu'aujourd'hui on parle d'une sécurisation autocentrée. Donc il y a un lieu où on peut les accueillir, il y a le Tchad. Donc vous voyez qu'il y a une perspective qui se dessine. Ou avoir des bases pour que la France-Afrique ne meure pas, pour que la France qui continue, parce qu'il faut qu'on le sache. Nous parlons ici, comme je dis, c'est une chaîne tellement sérieuse que nous sommes dans une dynamique de pédagogie. Il faut enseigner des choses aux gens pour que les gens comprennent. Souvent, la présence militaire de la France est inspirée depuis De Gaulle. Au-delà des ressources et autres choses, De Gaulle l'a dit dans ses mémoires que s'il y avait une 3e guerre mondiale à laquelle il était convaincu, comme à partir de la 2e guerre mondiale en Yémen, qui a eu lieu, c'est à partir de l'Afrique. Pour ceux qui ne savent pas, il faut lire ses mémoires, je présenterai certainement le bouquin tout à l'heure. C'est à partir donc de l'Afrique qu'ils ont libéré la France et l'Europe. Donc s'il y a une 3e guerre, c'est à partir de l'Afrique.
que ça va se faire. Donc, c'est ça le sens des bases. Et donc, cette logique qui est là, qui est une logique qui est sous-tendue par ce que j'appelle la puissance française en Afrique, qui a ses vassaux, c'est ça qu'on va continuer. Ce n'est pas le moment de disperser nos forces. Oui. Monsieur Macron, il faut aider le Tchad à ce que M. Mahamat, avec des élections comme Ouattara sait le faire, truquées, qui n'ont aucune assise populaire, on va le faire, on va l'installer. Monsieur Tshisekedi va venir, c'est vrai, au nom de la CEMAC, parler, c'est vrai, on va parler de ça, mais en même temps, M. Ouattara va essayer de faire de la communication pour qu'on puisse lui dire de ne pas le faire. Et ensuite, même, on peut même aller plus loin. Vous dire à M. Tshisekedi, avant d'aller au Tchad, passe à Paris, pour qu'on te dise bonjour, comme on le dit souvent. Donc, après Paris, vous allez voir qu'il va y avoir concordance des vues. Quand il va venir, c'est ce qu'il va répéter, c'est ce que Ouattara aura répété, c'est ce que Macron aura répété, ainsi de suite. Et tout ce que nous avons souhaité pour le vaillant peuple du Tchad va être mis à l'eau. Voilà donc la logique qui est sous-tendue dans cette histoire. Il n'y a rien d'autre que de envoyer ou bien de mettre comment on appelle le Tchad dans la moule de la France-Afrique. Sinon, tout le reste n'est que du bavardage. Ouattara n'a aucune expertise à ce que nous savons. Maintenant, si on nous dit que, comme nous l'avons toujours dit, que c'est une transition, de le faire, mais la transition que Ouattara peut montrer, c'est comment faire pour mettre les opposants. Comment dire, parce que M. Ouattara n'a jamais, je dis bien jamais, été critiqué par les journaux français. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Même lorsqu'on a décapité Nguessan Toussaint, on a trouvé ça merveilleux. Ça, c'est vraiment incompréhensif pour nous. Merci à vous, M. Tapé Goubera. M. Ouedraogo Sahaba, lorsque vous regardez la situation qui prévaut aujourd'hui du côté du Tchad, on parle bien sûr du climat socio-politique, ça vous fait penser à quoi exactement, avec bien sûr ces manifestations enregistrées le 20 octobre dernier, le bilan officiel qui a été relevé par les autorités de la transition de ce côté. Par la suite, on a eu l'un des principaux partis de l'opposition qui est en mode de dislocation. Aujourd'hui, on parle surtout du parti les Transformateurs, où le premier vice-président a donc officiellement démissionné. Il s'agit de M. Moustapha Masri, ainsi que plusieurs référents et coordonnateurs de ce parti politique. Que vous inspire le climat socio-politique tchadien aujourd'hui? Oui, le climat socio-politique tchadien me laisse prévoir une insurrection populaire et une envie des Tchadiens de changer de système politique et de système social. Voilà, donc ainsi les citoyens tchadiens ont décidé de prendre leur destin en main et de lutter contre le système d'hégémonie, de dictature qui existe depuis le père Déby, qui a été tué par son fils et qui a été soutenu par la France, qui n'a pas condamné ce coup-là comme il a condamné le coup d'État au Burkina Faso et au Mali. Et on voit que Mamad Déby essaye de se donner les moyens pour résister. Et la meilleure expérience à tirer, c'est Alassane Dramane Ouattara, spécialiste des coups d'État constitutionnels et des coups d'État armés. Puisque c'est lui l'ambassadeur de la France-Afrique qui garantit les intérêts un peu partout au niveau de l'Afrique où les intérêts français sont menacés. Donc, mais nous savons que avec ce réveil-là, puisque cette insurrection populaire-là est contagieuse, voilà, c'est un phénomène social contagieux. Et comme les Tchadiens en ont ras-le-bol, il sera très difficile de les contenir. Il risque d'avoir plus de morts parce qu'on voit que Mamad Déby n'hésite pas à assassiner. Mais je ne pense pas que les populations vont se laisser faire parce qu'ils ont commencé, ils ont pris une route de non-retour. Voilà, soit s'ils font demi-tour, ils vont vivre dans une situation délétère au niveau des libertés d'opinion et dans une dictature vraiment sans adjectif à qualifier. Voilà un peu mon regard que je fais au niveau de la situation du Tchad. Partie de l'opposition du côté du Tchad aujourd'hui qui disent vouloir mener un combat, celui de mettre fin
à la dictature et à la dynastie Déby. Clairement, ça c'est ce qui est relevé et porté au quotidien, et c'est ce qui avait également été à l'origine bien sûr de ces manifestations enregistrées le 20 octobre dernier. Est-ce que vous comprenez ce combat qui est mené aujourd'hui par les principaux partis de l'opposition du côté du Tchad? La question, je vous la pose, monsieur Inassa Dama. Actuellement, nous comprenons, puisqu'on ne peut pas être sous un même régime, c'est-à-dire le régime supposé démocratique devient autocratique et disons, qui va se passer de père en fils. Donc c'est normal que le peuple veuille un changement et le peuple veut pouvoir soit comme c'est je pense qu'on va sortir définitivement de cette... votre signal n'est pas bon, monsieur Inassa Adama. Monsieur Inassa Adama, votre signal n'est pas bon. Je pense qu'on va permettre à monsieur Tapé Goubera de dire un dernier mot sur cette thématique avant, bien sûr, de se dire au revoir. Monsieur Tapé Goubera, vous avez le mot de fin. Et surtout pour les problèmes que vous mettez à l'ordre du jour, en ce qui concerne la situation sur le continent mère, l'Afrique. Oui. Et nous avons donc salué ici cette visite du président du Faso à son homologue et frère du Mali pour s'inspirer de l'expérience qui est sous nos yeux, qui se passe, qui est la question de la sécurisation. Je le répète à tout moment, tout être sur terre au premier principe, la question de sa sécurité physique. Et aujourd'hui, que ce soit le Mali comme le Burkina Faso, c'est la préoccupation première, rien d'autre. Maintenant, le deuxième volet, à savoir la situation, le fait que le ministre des Affaires étrangères soit allé là-bas, on aurait compris seulement parce qu'il a fait 7 ans, au niveau en tant que représentant là-bas. Maintenant, dire qu'il sollicite M. Alassane Draman Ouattara dans le cadre de la transition, alors qu'il y a déjà un qui a été sollicité par la CEMAC, nous ne comprenons pas, à part simplement le fait qu'il puisse entrer de plein pied dans la France-Afrique. Donc, puisque aujourd'hui la junte française a des problèmes en Afrique, parce que les Africains ont décidé de prendre leur problème à bras le corps et ils veulent forcément s'imposer. Et il n'y a que M. Alassane Draman Ouattara, le sous-préfet, comme l'avait dit à l'époque lors de son intronisation en 2011, en mai 2011, par Mme Dagui Diabaté, donc le sous-préfet, qui ne peut que conduire M. Mahamat et le sécuriser auprès de la France-Afrique. Vous allez voir bientôt, la France va continuer de vendre des armes, quand bien même elle prend 50% des avoirs du Tchad, vendre encore des armes à crédit. L'objectif, c'est de continuer de paupériser ce peuple-là, qui, je pense, à terme, va dire trop, c'est trop. Merci à vous, monsieur Tapé Goubera. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes enseignant. Vous êtes par ailleurs président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique en abrégé MORAF. C'est toujours un plaisir de venir s'abreuver à votre source chaque matin sur les antennes de For You Matin. Merci et bonne journée à vous. À vous, merci. Merci également à vous, monsieur Ouedraogo Saba. Vous êtes coordonnateur régional de la planète des jeunes panafricanistes. C'était un plaisir, une fois de plus. Merci à vous et bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Je ne reçois pas. Merci à notre dernier invité de ce matin. Il s'agit de monsieur Inassa Dama. Vous êtes le chargé de la communication, de l'information et des médias du côté, bien sûr, du Burkina Faso, de la société civile, Planète des jeunes panafricanistes. Bonjour, une fois de plus, et merci d'avoir participé à cette émission de For You Matin. Merci également à vous, merci à For You Media et merci à mes co-panélistes pour avoir animé ce débat. Merci à vous, messieurs, pour votre contribution ce matin. Merci à vous, amis téléspectateurs, auditeurs, pour vous qui nous avez suivis en relais sur la 96.3 FM For You Radio. Amis internautes, pour vous qui nous avez suivis, bien sûr, en relais via nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube, For You Media Africa. Merci pour cette 4e et avant-dernière production de la semaine. Les programmes se poursuivent sur la meilleure de télévision, celle qui porte une vision différente sur le monde.